Ok, on dirait bien que c'est en direct. Et c'est 18h30 pile. Purée, on dirait presque que je suis en Suisse. Hello, coucou à toutes les personnes qui rejoindront ce live après coup. Je ferai en sorte de pouvoir le laisser justement sur IGTV. Et normalement, on a Mr. Axel qui devrait rejoindre ce live d'ici quelques instants. Donc j'espère que vous allez bien. Peut-être vous avez vu l'annonce. On va faire un live avec Axel et parler de quelque chose qui semble un peu bizarre, qui est cette espèce de continuum entre performance et santé. Yo, Axe Trainer. Alors normalement il suffit que tu demandes à rejoindre, je sais pas trop comment ça se passe. On va trouver ça facilement. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Voilà, normalement tu devrais pouvoir demander toi. Ah, c'est moi qui dois t'inviter. Je suis pas sûr. Normalement tu peux faire à droite des commentaires, demander à rejoindre, je crois. Yo, Papa Ours. Comment ça va? Bon, juste le temps qu'on règle ce petit souci, puis une fois que Axel nous rejoint, vous n'hésiterez pas à nous poser aussi vos questions. On a pas mal de choses à vous dire. Euh, Axel est aussi formateur dans la formation Bayesian France, connue sous Bayesian Bodybuilding, voilà. Et en gros, on va pouvoir parler de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord des fois, et c'est assez cool. Au niveau des recommandations, par exemple, je vais avoir tendance à donner des recommandations un petit peu type santé. Ah voilà, parfait. Alors là, je peux t'ajouter. Et on est parti. On aura juste mis quelques instants pour commencer. Et il y a Axel qui arrive. Yo, Hey, magnifique, ça va mec? ça va et toi? Ouais, ça va super bien, magnifique. Alors, top. Donc, en gros, welcome Axel. Donc, on a décidé de faire un petit live ensemble. Le truc marrant, c'est qu'à la base, on a décidé de faire ce live sur pas qu'on s'engueule quand on s'envoie des messages, mais des fois on n'est pas d'accord. Et c'est très bien. Et c'est très bien de partir là-dessus pour justement essayer de clarifier un peu sur quel truc on peut ne pas être d'accord. Et puis en fait, voir que souvent, plus que peut-être qu'on pense à la base, on est d'accord, mais il fallait qu'on nuance des propos. Donc je sais pas comment tu veux orienter ce live, Axel, mais je t'en prie, je t'écoute et on Bah y alors va. déjà, salut à tout le monde et ça me fait super plaisir de faire ce live avec toi, Will. Alors en fait, le but du live, comme a dit Will, c'est pas vraiment de créer un débat polémique et une guéguerre entre deux façons de penser spécialement. C'est plutôt en fait d'orienter la chose en se disant, par exemple, Will peut avoir un discours qui va être orienté peut-être plus sport-santé, avoir une approche qui va vous proposer des conseils par rapport à une optique qui est de sport santé et peut-être que moi ou la formation bayésienne de l'ensemble va peut-être avoir plutôt une manière de penser qui va être orientée vis-à-vis de la performance. Et fondamentalement, si on est une personne qui souhaite performer ou si on est une personne qui souhaite, en fin de compte, s'entraîner pour optimiser à fond son métabolisme, optimiser sa sensibilité à l'insuline, optimiser sa posture, son quotidien, et ben on va pas forcément être dans la même ligne directrice. Et donc moi c'est ça en fait qui m'intéresse parce qu'au final des fois je peux recevoir des messages ouais mais toi Axel ou ouais dans Bayesian on voit ça alors qu'on a entendu que Will il avait parlé de ça du coup c'est un petit peu opposé et tout mais en fait c'est pas opposé dans bien des cas c'est simplement que le contexte d'approche et le contexte qui est posé pour donner un conseil ou donner une ligne directrice, eh bien, dépend en fait de la performance ou dépend plutôt de cette optique de santé. Bon, tu as super bien posé le sujet. Moi, ça me semble assez clair. Est-ce qu'il y avait un truc que tu voulais peut-être commencer directement? Par exemple, je sais pas, une personne qui t'a posé une question. Et justement à ce sujet, par exemple, ah oui, l'emmerdeur, encore une fois, on n'a pas l'impression d'être d'accord. Et tu aimerais pointer du doigt ça, et puis on regarde, puis on essaie d'expliquer, ou tu... Euh, Enfin, bah, dis-moi seulement. en accroche, moi, il y avait quelque chose qui m'avait plu. C'était un post de Ben qui avait été fait sur le fait de réguler ses calories. Et justement, une fois, j'avais fait une story où je parlais un petit peu du fait que un excédent calorique sur un contexte X n'était pas forcément quelque chose de dramatique, mais qu'en fonction de si on souhaitait performer
d'un point de vue esthétique, eh ben, forcément, bah, il faudra probablement réguler ses calories si on a explosé le quota de 1000 calories. Et Ben disait que, bah, en fait, en fin de compte, c'était pas nécessairement problématique, que si on était plus dans une approche ben, de vouloir apprendre à manger intelligemment, vouloir être dans une optique de se faire plaisir et de ne pas forcément dramatiser, créer un stress inutile, créer une frustration, eh ben, c'était pas nécessaire de réguler. Et en réalité, moi, je suis d'accord avec ces deux contextes-là. C'est simplement qu'en fonction de la personne et en fonction de l'objectif, je pense que les deux choses vont être différentes, en fait, en fin de compte. Donc, prenons un exemple performance. Je t'en propose un, si tu veux proposer un autre, il n'y a aucun souci. Ou par exemple, la personne a une échéance, compétition, bodybuilding, ça peut être dans plusieurs catégories différentes, homme ou femme. Et on a justement un craquage, et enfin un craquage selon la personne en tout cas par rapport à son objectif. Donc le but, arriver sec, pas être un touriste, arriver sur scène, voilà, Voilà. nickel. Et puis bien sûr, c'est notre sport, donc on va y mettre tout notre cœur. Et qu'est-ce que toi, tu aurais en tête sur, par exemple, quelqu'un qui craque et puis ensuite, bah, on peut regarder quelles seraient les nuances et ensuite changer carrément d'objectif et donner d'autres infos. Eh ben, je pense qu'en fonction du degré de craquage, parce qu'évidemment, exploser ses calories quand on est à 5 weeks out d'une compète, si on craque de 200 calories, ça peut se réguler probablement peut-être de manière autonome ou se réguler avec, allez, je vais rajouter une petite marche de 20 minutes après mon repas du soir. Par contre, si on commence à être sur du 1000 calories, admettons quelqu'un qui est fan de sushi, qui va manger de sushi depuis 12 semaines et qui est à 5 weeks out, euh, bah, s'il y a 1000 calories, 1500 calories en trop, je pense que la régulation sur les jours qui vont suivre justement ce craquage ou ce cheat meal, même si on n'est pas trop fan de ce mot-là, bah, est nécessaire pour atteindre en fait la condition souhaitée à un instant T en fait. Ouais, donc par rapport aux objectifs de ton sport et l'échéance qui prévoit donc quelque chose entre guillemets d'arbitraire, mais c'est égal, c'est un choix, c'est une performance au sein d'un sport, la compétition à tel moment, eh ben finalement, des fois il s'agit aussi de serrer les dents et puis d'arriver au moins avec tout ce qu'on a pu donner. Plutôt que de se dire oui, mais alors là, du coup, j'invente, hein, je donne exprès quelques critères que j'ai. Oui, mais là, je suis plus à 37 degrés de température dans ma dernière semaine de sèche. On en a strictement rien à foutre. Bah Faut ouais, serrer c'est les ça dents, faut y le. aller. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est, je pense, un des trucs comme ça qui peut sembler montrer un gros clivage, euh, peut-être entre ce que toi et moi, on va dire de temps en temps. Peut-être parce que ma perspective est peut-être assez plus fréquemment orientée santé. C'était peut-être un premier bon exemple, je pense. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que bah par définition, quand on arrive bah du coup à 5 weeks out ou à 3 weeks out, ben quand on est à dans le meilleur des cas pour les meilleurs athlètes 5-6% de body fat, bah il y a quand même très peu de chances que la température corporelle soit proche des 37-37,5. Bah voilà, tu le dis assez fréquemment, les athlètes que ça soit hommes ou femmes, mais encore plus chez les femmes, la température corporelle diminue. Le métabolisme peut avoir tendance un petit peu à ramer parce que bah, forcément, il y a probablement moins de masse musculaire que sur un seuil de maintenance et aussi moins de tissu adipeux dans l'ensemble. C'est pas forcément optimal pour un fonctionnement physiologique bah, justement optimal. Donc du coup, ben, forcément, à ce moment-là, je suis complètement d'accord pour dire que qu'on n'est pas dans un cadre optimal pour maintenir une certaine homéostasie au niveau physiologique. Ça, je suis totalement d'accord. Mais du coup, par rapport à ce que je disais au niveau du fait de réguler les calories, le problème, c'est que pour moi, si elles ne seront pas régulées, et bah, je pense que tu seras totalement d'accord avec ça, c'est que bah, si on éclate les calories de 1500, bah, forcément, si on a un objectif de poids, bah, ces 1500 calories-là, si elles ne sont pas régulées, elles vont se réguler sur le très long terme. Et puis bah, au final, bah, le déficit appliqué, la moyenne du déficit calorique, va avoir tendance à augmenter sur les prochaines semaines pour probablement redescendre à la moyenne qu'on avait prévue pour être en déficit par rapport à un individu X en fait en fin de compte. Ouais, puis si tu parles de sport de poids, ou bah d'ailleurs, en powerlifting, en force Ouais, athlétique, en power si aussi, carrément. tu avais prévu d'atteindre un certain poids pour, avec tes performances du moment, pouvoir battre des personnes que d'habitude tu battrais pas, bah, vu que tu es dans une catégorie de poids au-dessus, bah, à un moment, si tu as mangé, comme tu dis, 1500-2000 calories de trop, bah, il s'agit de te débrouiller quand même pour te remettre Ah ouais, c'est directement ça. sur la route. Parce que si tu changes de catégorie, ben, ça change quoi? Ça change potentiellement juste tout, en fait, au niveau de la Et, performance. Donc, et, et puis le truc, c'est que si on pousse le vice un peu loin, et c'est ce qui se passe souvent, et finalement c'est assez triste parce que ça montre un manque de connaissance, je pense, c'est un manque de gestion euh, de,
de l'effort et on va dire de l'adaptabilité à ce qu'on veut par rapport à l'objectif qu'on a. Donc si on a une catégorie de poids, il y a des mecs qui vont dire bon bah là j'ai éclaté mes calories, je dois tirer en moins de 90 kilos. Je suis à 2 jours de la compète, je fais 93,5. Bah, si tu fais un cut water, bon bah on est ok pour dire que il est possible que tu arrives au bon poids, mais il y a des mecs qui vont avoir aucun souci à se dire bon bah c'est pas grave, je vais prendre des diurétiques. Alors là, le côté sport performance et sport santé, bah là le fossé il est plus comme ça parce qu'il y a certaines dissonances forcément entre les deux façons de penser. Mais là on passe vraiment d'un extrême à l'autre parce que je pense que justement les gens n'ont pas conscience enfin, de à quel point le sport performance peut s'éloigner d'une dynamique de santé. Yes, excellent. Là, je pense à un truc et tu me dis si tu veux pas du tout orienter le live dans cette direction, hein, tout me va. Mais la proposition est la suivante. Est-ce que tu penses qu'il y a des fois où on arrive à rejoindre un petit peu les deux, dit autrement, se dire que dès le moment qu'on arrive, par exemple, attention, hein, moment bisounours, c'est parti. Dès le moment qu'on arrive à rester en super bonne santé et qu'on continue de pratiquer, eh ben peut-être que justement au fil d'une carrière, et là je parle pas d'une année, 2 ans, mais peut-être quelqu'un qui fait du sport de force pendant 15-20 ans, eh ben, quelqu'un va finir, disons, au sommet de sa carrière, mais qui du coup sera peut-être un petit peu plus décalé, à avoir des meilleures performances, où tu penses que finalement, à un moment, pour performer, bon, voilà, la limite est là et il y a forcément un moment quand même où il y a une séparation relativement claire, qui est genre ton avis là-dessus, quoi. Euh, je pense que pour répondre à la question de manière claire et précise, il faudrait déjà réussir à définir à partir de quel moment on passe en sport performance. Et Ok, ça, la frontière à définir est déjà relativement compliquée, je pense, à établir de manière claire et précise. Après, je pense que c'est tout à fait possible, mais je pense que sur le long terme, les performances seraient moins bonnes si on reste du côté sport santé. Parce que, ok, par exemple, si on prend le cadre, je pense, hein, tu vois, de, de l'entraînement, dans le cadre de sport, d'une pratique sport santé, est-ce qu'à partir du moment où un individu va commencer à générer des blessures par rapport à sa pratique, est-ce qu'il passe sur le cadre sport performance ou est-ce qu'il est toujours sur ce cadre sport santé? Dans le sens où quand tu es dans le sport santé, tu veux toujours surfer sur le fait de te dire je m'entraîne, je mange intelligemment dans l'objectif que ma vie soit meilleure. Si tu commences à franchir le cap où, malgré le fait de t'entraîner intelligemment, avoir un volume que tu penses adéquat, à développer des petites pathologies, est-ce que justement tu commences pas à basculer de l'autre côté, tu vois, de l'autre frontière, en fait, on va dire, entre le sport santé et le sport performance? Je pense que c'est aussi quelque chose qui est très flou et je pense qui est très intéressant à définir. ok. Ouais, moi j'ai une idée. C'est comme tu dis. Je pense pas que ce soit quelque chose de relativement clair comme ça, mais dans l'idée, je pense que il n'y a pas d'athlète à un moment où l'athlète a envie de performer qui va se dire pour être vraiment sérieux, genre ouais, je m'en fous de mon sommeil, allez on se fait la soirée, on picole, demain je verrai ce que ça donne, etc. Parce que il y a plusieurs raisons. Je pense une des raisons c'est tous les efforts qu'il y a derrière en amont. Enfin c'est juste monstrueux. Le temps, on parlait du temps de tes entraînements, etc. Tout l'investissement qu'il y a derrière, la rigueur qu'il y a derrière l'alimentation et tout ça à un moment, s'il y a des concessions qui sont des concessions clairement assez poussées, hein, un bon sommeil, une bonne gestion du stress, ça implique des adaptations au niveau du milieu professionnel, du milieu social, de tes potes, Social. etc. C'est vite chaud. Hein. Bah, Mmh. là, du coup, on peut se dire, on fait des concessions pour notre sport performance, on peut faire des concessions pour notre santé. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui sert pas à grand chose dans notre environnement puis qui est surtout là pour nous rabaisser, eh ben, dans une optique uniquement sport santé, entre guillemets, on pourrait se dire, eh ben, cette personne-là m'empêche d'avoir des bonnes adaptations, etc. Et en fait, c'est un truc qui serait similaire pour le sport santé et le sport performance parce que dans les deux cas, c'est quelqu'un qui comprend pas pourquoi on s'entraîne, qui comprend pas pourquoi on se met nous en avant pour nos entraînements, nos performances et tout. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se rejoignent déjà sur le mode de vie et que ensuite les différences, elles vont peut-être être, si on prend vraiment l'extrême, il y avait eu pas ce quiz, ce questionnaire donné aux athlètes olympiques là, à qui on avait dit si on vous donnait une pilule qui vous faisait gagner
cette compétition maintenant, mais vous allez mourir dans 5 ans ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus quel était le questionnaire. Est-ce que vous prendriez cette pilule? Et je crois que c'était vraiment violent au niveau des statistiques, genre de Ouais, l'ordre de plus de il y avait, ouais, ouais, 60-70% qui qui répondait disaient oui. je prends cette pilule, c'est Ouais, clair. ouais. Ouais, je l'ai vu. Donc, Je l'ai vu. il y a un truc là au niveau de la mentalité. Ouais, Est-ce que ça représente peut-être au niveau de l'identité aussi? Genre, je suis un athlète, quoi. ouais, Ça, ouais, c'est quelques pistes, quoi. ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, ça reste un sujet extrêmement vague, extrêmement ouvert, où je pense qu'il pourrait y avoir de multiples discussions. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et je pense qu'il est possible finalement, de performer en restant dans le sport santé, mais entre guillemets, à quel prix dans le sens sur quelle durée. Tu vois, sur quelle durée une carrière, je ne sais pas si tu prévois d'être au top, je dis n'importe quoi. Moi, j'ai commencé le power, je vais avoir 15 ans ou 16 ans. Si je vais être au top de ma carrière à 26 ans ou 27 ans, est-ce que si je surfe tout le temps sur le continuum sport santé sans aller trop du côté sport performance, en fait, quand on entend sport performance, c'est presque sport dégradant pour l'identité, pas pour l'identité, pour le contexte physiologique, anatomique. Euh, je pense que ça prendra plus de temps. Ouais, non, mais je pense aussi qu'à un moment, si on sait que notre but, c'est faire, j'invente là, mais un top 5 national, un top 50 mondial dans tel ou tel sport, telle ou telle catégorie, il y a des sacrifices à faire. Pourquoi? Parce que tous les autres, et on se mesure aux autres, font aussi des sacrifices. Donc, Ouais, carrément. voilà, à un moment, si on n'accepte pas de jouer à une partie du jeu qui est celui de la compétition vis-à-vis des autres, et là ça paraît con, mais c'est important de faire peut-être cette distinction. Quand on dit qu'il faut être une meilleure version de soi-même, bah, c'est cool d'être une meilleure version de soi-même, mais si on est toujours 2 millième, 253e, enfin, on est dans les 3000 premiers mondiaux et pas dans Ouais, les ouais. 10 top 10, bah, c'est cool, le gars a progressé lui-même, moi je trouve génial d'un point de vue extérieur. Après, il passe pour un touriste dans son sport, donc c'est aussi, C'est ça ça. dépend. Et ça dépend du point de vue aussi. Si on discute avec des gens qui sont non, il faut être les meilleurs, etc., est-ce que derrière, c'est des gens qui ont peut-être quelque chose à prouver, non seulement à leur propre personne, mais à d'autres, et qui du coup sont parmi les meilleurs en performance? Moi, j'adore le côté sport psychologie aussi. Mais des fois, si on traite le problème, entre guillemets, que je considère pas forcément comme un problème, des meilleurs athlètes, qui sont des gars obstinés, prêts à tout, etc., si on règle le problème, ils sont peut-être plus aussi bons en tant qu'athlètes, en fait. Parce Ouais, que ce qui fait qu'ils sont un peu tarés, passionnés, à fond, focus sur leur truc, c'est aussi ce c'est qui fait l'obsession. qu'ils ont peut-être l'obsession ou Ouais, ouais. l'obstination ou alors la passion, ça dépend quelle est la limite. Mais ces gars-là qui vont plus loin que les autres, bah, qu'est-ce qui fait qu'ils vont plus loin que les autres? Est-ce que le but c'est tout ramener à une espèce d'équilibre? C'est bon, vous allez bien physiologiquement. Pour la performance, je suis pas sûr du tout. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ça se recoupe un petit peu dans énormément de domaines parce que je me souviens que Nevin et Antoine avaient fait une interview de Meno où ils présentaient justement la formation bayésienne au début qu'elle est arrivée en France. Et Nevin a posé la question à Meno. Il lui a dit quelque chose comme est-ce que tu penses que si la qualité de la formation et la qualité des informations que tu proposes dans Bayesian, c'est dû au fait tout simplement que tu es passionné ou est-ce que tu penses que ça frôle l'obsession? Et il a dit Hmm. non, je suis obsédé par la qualité, je suis obsédé par la vérité. Et justement, c'est tout ça qui fait qu'il a autant travaillé. Je pense qu'il a été aussi passionné aussi, hein, bien sûr, mais aussi investi dans ce qu'il a fait parce que ça relevait de l'obsession de vouloir avoir à un instant T une data qui était absolument véridique, alors que l'on sait qu'aujourd'hui, tu peux trouver des personnes qui ne sont pas du tout axées evidence-based et qui ont d'excellents résultats, mais ces personnes ne vont pas forcément avoir le souci de se dire est-ce que je suis dans la vérité absolue? Est-ce que je peux justifier ce que je démontre ou ce que je fais? Et moi, tu vois, j'ai un peu ce genre de problème. J'ai beaucoup de mal à m'entraîner ou entraîner quelqu'un en disant fais ça, c'est pas mal. Mais pourquoi c'est pas mal? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas mal? Est-ce que tu peux baser ce que tu dis sur quelque chose de concret, l'expliquer et pas rester seulement sur quelque chose d'empirique? Moi, c'est vraiment quelque chose qui me bloque. Tu vois, j'ai beaucoup de mal avec ce côté-là. Ok, ok. Ça me fait penser à un truc. Parce que bon, finalement, la science, c'est cet aller-retour entre la théorie et l'empirisme, et puis la rigueur des différents articles qu'on va trouver, c'est ce qui permet justement d'aller dans cette direction, c'est de faire un pont entre un contexte qui est bien mesuré, etc. On essaye de ne pas avoir trop de facteurs confondants, et puis au final de se dire, OK,
bon, le développé couché, là, il va mieux fonctionner pour telle personne, ça va mieux fonctionner pour telle personne, perdre du poids à telle vitesse, ça peut devenir problématique parce que ça, garder ton masse musculaire, ça va fonctionner pour toutes ces personnes-là, mais ça va pas fonctionner pour deux, trois. Du coup, bah, comme tu l'as bien dit, quand toi, tu vas donner tes conseils à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vient pour une perte de graisse, dans ta tête, si à un moment tu vois quelqu'un qui perd 2% de son poids par semaine, tu vas te faire, écoute, je sais que tu vas aller vite, mais là, ta masse musculaire, elle va prendre un sacré coup. Ouais, c'est ça. Tu n'es pas encore super bon au niveau des entraînements. Je sais pas, je connais pas le contexte. Mais du coup, voilà, les détox d'été, ce genre de trucs, bah, toi, tu as tout le bagage derrière pour te dire, écoute, j'ai quand même pas mal de raisons de penser assez concrètes, je te les présente. Et ça, c'est cool aussi parce qu'on peut montrer, on peut expliquer. Et C'est ça ça. devient plus une discussion qu'un truc autoritaire où on doit imposer quelque chose. Et puis, c'est genre, c'est moi l'athlète, c'est moi le boss, j'ai réussi, fais comme moi. Ça, c'est pas trop cool. Mm. Et là, du coup, bah, on peut vraiment aider les gens dans une dynamique qui est très chouette. Et je pense que c'est ce côté hyper important qui vient d'ailleurs peut-être d'un côté, je sais pas, là ce serait une performance au niveau du savoir, on essaie d'être le plus correct possible, mais il y a une performance du côté de la santé qui est problématique, par exemple l'orthorexie. Et les personnes qui sont trop comme ça avec leur propre santé, entre guillemets, Ouais, bah, ils ouais. finissent par être en moins bonne santé que ceux Oui, c'est ça. qui ont un peu de mesure. Enfin bref, Mm. c'est assez vaste comme sujet. Alors, j'essaie de me dire, tiens, mais d'ailleurs, t'as pas un autre exemple, un truc sur lequel on n'était pas d'accord a priori. On va essayer d'être un peu Euh, concret. un autre sujet, on n'était pas d'accord. Ah, il doit bien en avoir. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que moi, je suis toujours très mesuré dans ce que je pense et en fonction du contexte. Et c'est vrai que je pense que il y a peu de personnes qui seront pas d'accord avec moi pour dire que quand même, tu as beaucoup participé, du moins dans la communauté fitness, à poser un contexte concret. Et en réalité, à partir du moment où tu poses un contexte, ça reste difficile de dire ah bah non, ça c'est complètement faux, faut faire comme ça. Oui, mais en fonction de quel contexte, en fonction de quelle data. Donc du coup, en fin de compte, dire quelque chose où je ne suis pas d'accord avec toi, ça serait totalement faux. C'est tout simplement comme on parlait une fois de plus sur le fait de réguler ses calories et sur la sèche quand on avait parlé la dernière fois, cette idée de dire je mets des blocs de maintenance sur une certaine vitesse de perte de poids, ben tout à fait, dans un cadre sport santé où une personne qui veut perdre du poids, qui veut être plus fit ou même plus sèche, mais sans aller chercher des 8%, des 6% sur un laps de temps défini, et ben tout à fait, je pense que d'un point de vue frustration et d'un point de vue gestion de la vie sociale, ça peut être intéressant parce qu'au-delà du fait qu'on voit un contexte physiologique, se dire probablement bon bah là pendant 3 semaines, je suis tellement strict que si je m'autorise une sortie, ça va pas le faire. Et puis se dire bon bah là j'ai 10 jours ou 2 semaines de maintenance, j'ai un peu plus de calories, je peux garder peut-être un contexte social un peu plus cool pendant 2 semaines, ça a aussi complètement du sens et moi je le conçois totalement. Après, commencer à mettre des semaines de maintenance quand tu as déjà, bah, par exemple, 24 semaines de prépa ou 28 semaines de prépa, bah, je pense que le résultat à la fin en termes de sèche, en termes de rendu et de composition corporelle pour monter sur scène, bah, sera pas au niveau pour le même laps de temps que s'il n'y avait pas eu probablement enfin s'il n'y avait pas eu ces périodes de maintenance. Après, je pense que tu peux tout à fait me répondre, me dire ouais mais peut-être qu'incorporer à certains moments des moments de maintenance va diminuer la frustration et peut-être potentiellement les craquages. Une fois de plus, voilà, c'est une histoire de contexte et j'aime pas trop surfer non plus trop sur cette idée toujours de répondre c'est une histoire de contexte parce que maintenant ça me fait rigoler parce que je vois des Q&A sur Instagram. Les gens proposent des Q&A, bah voilà, j'aimerais que tu m'aides pour ça. Et puis toutes les personnes répondent, bah non, en fait, je peux pas l'aider parce qu'il me faut un contexte et tout. Du coup, faut pas faire de Q&A parce que du coup, bah, en 15 secondes de story, ça sera difficile de tout contextualiser. Mais c'est vrai que ça reste un outil indispensable pour donner des arguments de valeur. Ben, je profite, je prends vraiment 10 secondes là-dessus pour te remercier vraiment pour ça parce que c'est un truc, je veux pas dire que c'est un cheval de bataille pour moi, mais vraiment cette idée que des personnes qui peuvent être d'accord, bon bah voilà, on a un exemple concret finalement entre nous, qui peuvent être d'accord des moments qu'on détaille et qu'on explique c'est quoi l'objectif de la personne. Ok, elle veut faire ça, super, c'est son truc. Moi, j'en ai entre guillemets rien à faire de pouvoir finir, je sais pas, un ultra-marathon ou quelque chose, mais j'admire la performance. Et si je me mets à la place de la personne, je peux commencer à comprendre ses choix aussi. Par contre, si je me dis juste, et j'invente, bah, c'est juste mon objectif là maintenant qui est concrètement
de vivre bien, d'être relativement cohérent avec mes poules et tout, et puis que ça n'a rien à voir avec ce mec qui va faire sa putain de performance, on va peut-être dire un truc qui a l'air d'être totalement opposé. Mais en fait, on a peut-être, si on prend le temps de se poser dans un café et tout, les mêmes valeurs sur certains trucs et tout. Donc, comme d'hab, chercher en fait, chercher le drama, on va dire ça comme ça, il n'y a rien de plus simple. Parce qu'en fait, on prend Oui, une bah oui. info, on la sort du contexte, rien de plus facile. Et du coup, je suis pas d'accord. T'as discuté avec lui avant, t'as essayé d'envoyer un message à la personne, t'as essayé d'être courtois et tout. Non, je suis pas. Ah, ok, donc tu fais le politicien enragé, c'est ça. Voilà, c'est Super, ça. mais continue comme ça. Et, et ça, c'est un peu, voilà, on va dire un truc vraiment important à mes yeux. Et puis, bah, je te remercie d'avoir relevé ça parce que ça nous permet aussi de dire aux personnes que, bah, essayez d'être clair en fait par rapport à votre objectif et par rapport à ce que vous cherchez. Essayez d'aller chercher finalement des informations aussi. J'ai des personnes qui vous donnent des infos qui, par définition, sont peut-être plus ou moins générales, mais qui ont un rapport avec votre objectif. Sinon, c'est très facile de ne pas être d'accord avec quelque chose. Et puis, c'est même Ouais, peut-être le truc le plus simple à faire en fait. ouais, c'est choisir la facilité en fin de compte parce que bah du coup, au final, il n'y a même pas de débat parce que bah quand tu prends une information et que tu la sors, bah si tu reposes pas un contexte derrière, bah en fait, finalement, tu peux pas répondre grand-chose, tu peux pas étayer une quelconque discussion parce que bah au final, c'est une information sortie de quelque chose et puis bah en fait, une information sortie de quelque chose, bah ça vaut un peu rien en fait, en fin de compte, parce qu'à chaque fois que tu mets des données en avant, bah, si tu n'as pas une structure, un cadre autour, que ce soit en physiologie, en anatomie, que ce soit, je pense, en réparation de la dernière voiture qui est sortie par telle marque, si tu plantes des fleurs dans tel endroit en fonction de tel truc, bah ouais, bah moi je plante mes fleurs ici parce que je trouve que c'est mieux. Oui, mais chez moi, la terre, elle est très argileuse, alors que chez toi, elle l'est pas du tout. Enfin voilà, tu vois, c'est quelque chose de super vague en fait, en fin de compte. Et je pense que vraiment, ce que tu as apporté en appuyant sur ce terme de contexte, je pense que ça a servi beaucoup de personnes, ça a desservi beaucoup de personnes forcément, tous ceux qui balançaient des informations comme ça, un peu à tir-larigot, sans pouvoir appuyer quoi que ce soit. Mais voilà, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la communauté fitness, power, bodybuilding. Trop stylé. J'ai une idée parce que ça m'est venu quand même parmi les quelques discussions qu'on a eues. Bon, je vais caricaturer justement pour poser le contexte. Admettons, tu es Monsieur Powerlifting et je suis Monsieur Bodybuilding entre guillemets pour un instant. Si je te dis, il est bien cet exercice et puis on parle du squat et puis moi, provocateur, je commence en disant, franchement, le squat, pas nécessaire du tout. Toi, Mhm. tu me rentres direct, David, tu te dis, c'est quoi ces conneries, le squat, ça sert à rien et tout. Et là, on peut se gueuler dessus sans problème parce qu'évidemment, toi, non seulement tu fais du squat, tu as tes performances en squat, tu l'entraînes super bien, tu as plein d'idées en tête pour faire en sorte qu'on puisse quand même faire du squat à bon niveau avec différents profils, etc. D'ailleurs, même dans une optique santé, tu as déjà toute cette idée que tu peux mettre en avant, etc. Puis moi, dans ma tête, je caricature un peu, je vais me dire, non, mais bon, en termes de direction de la résistance par rapport à la stimulation du quadriceps et ces trucs, bon, bah, si on veut faire du pur bodybuilding et puis le mec, je sais pas, il a peut-être déjà un peu mal au genou, je sais pas quoi, et puis il est pas très à l'aise au squat, puis il est pas super agile, peut-être ça ira très bien de faire un 6-6 squat en se tenant d'un côté et de l'autre Mhm. de vélo, et puis voilà. Et puis, j'invente, toi, tu pourrais dire, c'est qui ce con qui dit que on peut bien construire les quadriceps avec un 6-6 squat poids du corps alors que moi je charge je sais pas combien de centaines de kilos sur mes épaules et ça va vite quoi. Donc ça c'est un exemple aussi où finalement sans contexte c'est très facile de s'engueuler. Bah, moi j'ai fait aussi du power, j'ai pas tes perfs, rien à voir et c'était un moment juste génial. Mais c'est vrai que j'avais tendance quand même à dire les gars vous faites pas du squat, vous êtes des tafioles quoi. C'est Ouais, un ouais. peu et Alors qu'en vrai, pas du tout, hein, mais c'est souvent, des fois, quand je construis des programmations ou que j'ai des gens qui viennent me voir, même si j'ai plutôt ma niche power, ils viennent me dire, ah oui, mais toi, par contre, Axel, toi, vu que tu fais beaucoup de power, tu sais, moi, j'ai pas forcément envie d'être super fort au squat. Ok, je le conçois totalement. Après, moi, avec mon background et avec ce que j'apprécie, si ça te dérange pas de faire du squat, je vais probablement te mettre du squat dans un premier temps parce que c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose que j'apprécie corriger, c'est quelque chose que j'apprécie éduquer, on va dire. Mais les gens pensent nécessairement que bah, si tu viens voir Axel, tu vas forcément faire squat, bench, deadlift, version tous les power, jours. forcément tous les jours et tout, alors qu'en vrai, pas du tout. Je, je continue de penser que ce sont de très bons outils en termes de gain de temps, parce que vu que c'est des exercices polyarticulaires, ça reste des exercices qui permettent un très bon gain de temps, je trouve. Pour moi, c'est des exercices
au-delà de tout cet aspect, direction de la résistance, optimisation, peut-être des vecteurs de force, de l'orientation de la résistance, de l'amplitude, etc., bien souvent, quand je coach des gens, au final, ce qui les fait tenir sur le long terme, c'est cette notion de performance sur le squat et ses variantes, le bench et ses variantes, et le deadlift et ses variantes. Parce qu'en fin de compte, j'ai on va dire une facilité entre guillemets à transmettre ce que j'appelle le virus de la force, où les gens se disent je viens pour être plus balèze, je deviens plus balèze, mais quand j'arrive à la salle, ce que je me dis c'est putain aujourd'hui je dois claquer mon 5 RM à 202 kilos au squat, putain j'y pense depuis la dernière séance, et les mecs en fait viennent s'entraîner pour performer. Et vu qu'il y a toujours cette notion de progressive overload, ils sont toujours dans cette direction de prendre du muscle, sujet qu'on a déjà évoqué maintes et maintes fois. Prise de muscle égale prise de force et prise de force égale prise de muscle. Donc, on est bon. Mais les mecs, ce qui les motive à venir s'entraîner, finalement, c'est la performance. Et c'est pas en fait l'objectif initial de se dire ah putain à la fin de la séance je vais pouvoir me regarder parce que je serai bien congestionné et je vois mes mensurations augmenter. C'est le fait de se dire ah bah quand j'ai commencé à travailler avec Axel, je te dis quelque chose n'importe quoi, je faisais 10 fois 120 au bench et là maintenant on est à 10 fois 135 et ça me hype de ouf, c'est ce qui me motive à venir m'entraîner. Après, le reste de la séance n'est pas construit comme une préparation en powerlifting à 8 weeks out avec des top sets, des back off sets, un volume réduit, etc., au sein d'un taper, etc. Mais les gens prennent ce pli de se dire je vais performer et c'est ce qui me motive à aller à la salle. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Génial. Bah, je te donne un exemple qui, entre guillemets, contredit ce que j'avais en tête à la base du côté optimisation bodybuilding. À partir d'un certain stade, pour les pratiques en naturel, lorsqu'on arrive à ça fait déjà plusieurs années qu'on s'entraîne, c'est très difficile de voir. Genre, en plus, on est tous très durs avec nous-mêmes. Donc, quand on se regarde dans la glace, on est tous là. Ouais, non, je n'ai pas progressé, tout. Sauf quand il y a la bonne lumière au bon moment. Évidemment, on connaît tous ce spot au fitness. Mais en dehors de ça, on se dit souvent facilement, bah, ouais, je progresse pas, quoi, j'en ai marre. Alors que si tu as un objectif qui est en fait non seulement complémentaire, mais qui peut être directement bénéfique aussi pour l'hypertrophie, en performance de type quelques exercices d'ailleurs, ça peut être du squat, mais ça pourrait être du front squat, ça pourrait être Oui, voilà, bien sûr. du squat encore avec, comment est-ce qu'on appelle ça, cette barre là? Une La barre safety qui te... bar, Ouais, une une safety bar, je buffalo te remercie. barbell, enfin voilà. Nickel. Donc, en Mm, plus, dans ce truc où tu peux avoir des performances, tu peux encore rester, tu peux t'adapter très précisément pour les personnes que tu suis. Et puis, quelqu'un qui te dit, ouais, moi, j'ai des soucis avec le deadlift, et puis, du coup, j'arrive pas à faire mon soulevé de terre en conventionnel. Tu as déjà les différentes alternatives, il y a différentes hauteurs. Il y a, il y a les chaînes, il y a plein de trucs, ça peut faire en plus un peu badass et tout. Et tout ça, c'est clairement. trop cool, en fait. Parce que les gars, ils savent pas forcément, les gars, d'ailleurs, il faudrait qu'on parle aussi un peu de Miss, mais c'est vrai on est biaisé vu qu'on est deux hommes à parler ici. Donc, désolé, le sujet, c'était pas forcément le même, mais bon, les mêmes performances sont valables de toute façon en powerlifting, et pour les hommes comme pour les femmes. Et si tu arrives à placer ça, bah, des personnes qui ont, allez, on va dire, 7-8 ans d'expérience en muscu, et qui en ont marre parce qu'ils ne voient pas de progrès, tu rajoutes quelque chose comme ça, bah, peut-être que tout ce qui leur manquait, c'était cette mesure de performance, de Ouais. quelque part devoir rendre des comptes comme ça, et puis de dire, ok, je sais, il y a 8 mois, je soulevais 5 kilos de moins à tel endroit. Ça peut être déprimant pour certains, mais pour des pratiquants qui ont 10 années de muscu, prendre 5 kilos sur un soulevé, si on fait ça chaque année, c'est un stade où on se dit, ok, j'ai encore une optique possible de progression, alors que franchement, au bout d'un moment, ça peut être assez vite déprimant pour certains. Donc, c'est possible. En fait, tout ça, c'est des outils plus ou moins utiles en fonction de vos performances, en fonction des préférences de vos clients, de nos clients, pour avancer. Et puis, je pense que avec ça, du coup, il n'y a plus autant de dichotomie. Et c'est ça qui fait que c'est chouette. Parce que sinon, c'est bon, mauvais, gentil, méchant, Ouais, c'est etc. ça. Faites C'est ça, ça. faites pas ça. Et puis, c'est très visuel. Puis, comme tout va vite sur les réseaux, ben, voilà, 10 aliments à ne pas manger. Bon, bah, ok. 10 aliments obligatoires. Ne faites pas ça pour perdre la graisse du bas du ventre. D'ailleurs, ça peut peut-être faire 1 million de vues. Hein. Vous pouvez essayer. Là, Ouais, essayez clairement. peut-être de balancer un message plus stylé que ce qu'on a la plupart du temps. Mais ouais, en fait, je pense qu'on est un peu des emmerdeurs parce qu'à force de vouloir poser le contexte, c'est un petit peu moins clash, c'est un petit peu moins peut-être putaclic pour utiliser le terme approprié. Mais je pense qu'au fond, on a une réflexion qui nous permet d'avancer et j'espère de faire avancer ceux qui suivent un petit peu ce qu'on essaie de présenter. Donc, pour faire un peu un résumé, je pense, de la discussion. Là. Ouais, je suis d'accord. Et puis, le truc, c'est que tu vois, si on reprend cet exemple du squat, euh, on va dire que les gens vont nécessairement opposer le fait de se dire bah, soit tu fais du squat, soit tu fais du sissy squat,
soit tu fais du Brignoles squat. Alors que en réalité, je peux très bien avoir quelqu'un et lui dire, bah, ok, ton main lift de ta séance lower, c'est le squat. Parce que si tu commences à me faire du squat à 85% à la fin de ta séance, je pense que tu vas être un peu claqué au niveau du lower back, etc. Ça va être un peu chiant. Puis en termes de motivation, ça peut être un peu compliqué. Mais rien ne t'empêche, 2 exercices plus tard, de faire du Brignoles squat que Will a pu recommander, ou que un tel a pu parler, ou qu'un tel a pu parler. Enfin, en fait, il n'y a pas nécessairement d'espace-temps qui va dire non, mais soit tu fais du squat, soit tu fais du Brignoles squat. En fait, c'est. Ah, j'ai eu. En fait, j'étais en batterie faible, c'est pour Ouh, ça. Et donc, du coup, les gens vont ok, ok. penser qu'il y a nécessairement une séparation entre les deux, alors qu'en fait, ça peut tout simplement être complémentaire, ou même sans être complémentaire, s'additionner au sein d'une même séance pour proposer quelque chose, tout simplement. Nickel. J'ai deux choses en tête. La première, c'est très pratique. Est-ce que tu veux qu'on passe un petit peu de temps maintenant, par exemple, pour répondre aux questions, ou est-ce que tu as encore un exemple, par exemple, autour de la muscu ou de la nutrition que tu voudrais mentionner, ou autour de peut-être la formation, est-ce que j'ai pu dire, je sais pas, sur une publication, peu importe, ou il y a eu un truc genre, ah putain, encore Will qui fout le bordel, qui fait croire Non, qu'il y aura... il y avait ce sujet assez cool qu'on avait évoqué rapidement sur WhatsApp que j'aurais voulu parler. C'était cet aspect où la plupart des gens, et je sais que c'est un sujet qui fait extrêmement polémique, c'est le fait, par exemple, une personne, en fait, j'avais pris le contexte d'une personne obèse, mais en réalité, peut-être même le contexte d'une personne qui va être trop mince, trop maigre. Euh, si cette personne commence à consommer de la testostérone, euh, est-ce que le fait que cette personne qui soit obèse consomme de la testostérone et que ce taux de testostérone qui va redevenir physiologique ou peut-être légèrement supraphysiologique va se voir avec plus de motivation, une meilleure humeur, une meilleure libido, une densité osseuse potentiellement supérieure, puisque la testostérone a des effets sur ce genre de facteurs, une sensibilité à l'insuline augmentée, une prise de masse musculaire plus importante. Est-ce que l'utilisation finalement de testostérone va rendre la chose dans le côté sport performance et comme on disait nécessairement dégradant à long terme sur la physiologie. Je dis pas que c'est la solution à utiliser si vous êtes obèse et que vous pesez 50 kilos de plus que votre taille et que vous avez un ratio de masse grasse extrêmement important, c'est pas du tout la solution. Pareil, si vous êtes très très mince, parce que l'inverse est aussi possible, être très très mince et avoir un taux de testostérone qui est extrêmement faible, c'est tout à fait possible aussi, puisque bah, on est toujours dans cette histoire d'équilibre et d'homéostasie. Trop mince, c'est pas bon. Trop lourd, c'est pas forcément quelque chose de positif non plus. Est-ce que le fait justement d'ajouter de la testostérone pour avoir un taux de testostérone qui va être convenable physiologiquement parlant ou légèrement supraphysiologique, est-ce que c'est si négatif que ça sur un contexte comme celui-là? Ok, super. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. La première chose que je vais essayer de dire de ce côté-là, c'est que on a, bon voilà, on rentre dans le domaine des hormones sexuelles stéroïdiennes qui peuvent rentrer dans le cadre des hormones sexuelles stéroïdiennes qu'on pourrait qualifier de jeunesse, donc progestérone pour la femme, testostérone pour les hommes, mais pas avec le même effet bien sûr au niveau de la masse musculaire, parce que c'est pas en prenant de la progestérone que vous allez prendre beaucoup de masse musculaire comme ça. Ouais. Mais non, c'est juste pour dire que je pense que dans les deux cas, selon aussi le type d'administration et puis selon comment les personnes sont suivies, on va prendre un cas optimal où je pense qu'une personne décide, je vais prendre ton exemple, je l'aime bien. Voilà, je fais 130 kilos pour 1m75. Je galère vraiment à prendre du poids. Ma libido, elle est à zéro. J'ai tel ou tel souci. Et puis, je vais voir un médecin et je lui demande si c'est possible d'avoir directement de me supplémenter en testostérone. Et je regarde ça avec le médecin pour un suivi. Et mon optique, c'est amélioration de la santé. Et pourquoi pas aussi, entre guillemets, le bonus qui va venir probablement avec un taux de testostérone plus élevé au niveau du rendu physique final. Et je pense que, par exemple, avec une application topical, comment tu dis, une application sur la peau de certaines formes de testostérone qui finalement sont quasiment Ouais. pas modifiées, qui sont, comme on pourrait les qualifier, de bio-identiques, on pourrait avoir des effets qui sont quasiment que bénéfiques dans la mesure où c'est bien fait, c'est dans ce contexte-là. Et puis la personne, effectivement, peut-être qu'après avoir perdu, donnons des chiffres imposants, mais totalement cohérents aussi, 40 kilos de moins,
peut-être qu'à ce stade-là, elle aura plus du tout besoin de passer justement par ce qu'on peut appeler TRT, Testosterone Mhm. Replacement Therapy, et puis avec des doses plus ou moins élevées, effectivement, comme tu l'as dit. Et je pense qu'il y a totalement un contexte pour ce genre de choses, et totalement aussi au niveau entre guillemets pur sport santé, et qu'il y a probablement un contexte aussi de ce côté-là au niveau sport performance. Là, il n'y a pas vraiment de doute de ce côté-là en l'occurrence. Et puis pour une femme, on parle souvent de ratio oestrogène-progestérone, et puis avoir un équilibre au niveau de ces ratios. Des fois, clairement, des femmes, pareil, avec prescription médicale, peuvent obtenir des gros avantages, le temps de réguler ensuite leur propre équilibre hormonal pour ensuite arriver peut-être de manière totalement endogène, donc produite par elle-même ou par lui-même en l'occurrence pour l'homme. Et l'avantage en l'occurrence pour, si je compare homme-femme ici, c'est que la progestérone n'aura pas ce même effet suppressif qu'on connaît bien de la C'est ça. testostérone, donc le problème d'avoir ce côté feedback négatif, Ouais, donc le retour négatif. rétro-contrôle est vraiment problématique chez les hommes. C'est tout le problème finalement des mecs qui souvent se disent ah bah putain, ça serait bien que j'utilise ça. Et puis quand on leur explique un petit peu, ah ouais, c'est moins Ah ouais, cool que ça n'y paraît en fait. ouais, c'est clair, non, parce que ouais, bon, pour être un peu concret sans être trop vulgaire, voilà, gros biceps, petites testicules, c'est pas forcément Voilà. super cool. Donc voilà, donc il y a tout ça, mais clairement, je pense il y a un contexte pour tout, et c'est ça qui fait que c'est à la fois chiant et à la fois passionnant, c'est que finalement, même si on parle de quelque chose qui, en dehors de voilà le suivi médical, etc., est considéré comme illégal, donc on parle de dopage, il y a beaucoup de personnes qui décident sans connaître la totalité du contexte, de passer par telle ou telle chose. Puis ça, je pense, c'est un des trucs qu'on doit prendre en compte. Un autre truc à prendre en compte, c'est bien sûr pour un couple, par exemple, qui chercherait à avoir des enfants, si l'homme décide de prendre de la testostérone et puis même toute une autre liste parce que tel coach a pris ça de telle année et telle année et est devenu énorme, eh ben, est-ce que la priorité, c'est avoir un enfant ou c'est avoir des biceps qui gagnent 5 cm de tour de bras? C'est Enfin, ça. l'idée, c'est de pouvoir discuter des choses. Et je pense que ça, c'est un truc important. Mais ensuite, pour pouvoir discuter de choses, il faut pouvoir trouver des personnes avec qui on peut parler de ça. Et les médecins sont tenus au secret professionnel, et allez voir votre médecin généraliste si il s'avère qu'il y a une situation qui vous correspond en parlant de ça, et que vous en parlez ouvertement avec cette personne. Je pense que c'est une des meilleures choses à faire. Mais effectivement, il y a des choses assez folles qu'on peut trouver dans la littérature sur les TRT, sur amélioration de la sensibilité à l'insuline, un meilleur profil lipidique, gain de masse musculaire, perte de masse grasse, bien évidemment, amélioration de la libido, meilleure autonomie en général, vu que c'est associé avec une certaine prise de muscle, si on va par exemple chez des personnes à partir d'un certain âge. Donc il y a vraiment tout un contexte là-dedans qui est largement documenté dans la littérature, qui est très intéressant. Mais ensuite, voilà, il y a aussi, et je caricature à peine, le gars de 18 ans qui arrive ou la miss de 18 ans qui arrive et qui dit bon, je veux ressembler à ça, puis on voit le profil soit d'une miss, comment est-ce qu'on appelle, wellness, avec des quadriceps incroyables, etc., qui bon, bah, passe probablement par un stade de chimie, ou un mec pareil, taille fine, biceps énorme et tout, enfin plein de trucs incroyables, des performances de ouf et tout, sec à l'année, pareil, passe probablement par l'utilisation de stéroïdes. Et ben à ce stade-là, bon, est-ce que le but c'est direct à 18-19 ans faire tac, et puis avoir avec l'influence des réseaux sociaux juste suivre le move? Là, il y a encore beaucoup plus de choses à dire, et puis bon, je suis personne pour juger qui que ce soit là-dessus. Si jamais ça vous intéresse de voir mon propre parcours, n'hésitez pas à regarder ce que j'ai personnellement fait, mais j'incite personne à faire quoi que ce soit. Mais par contre, je pense que c'est important, quel que soit le sujet, qu'on puisse parler de manière intellectuellement honnête de nos objectifs et d'être conseillé par des personnes avec un profil adéquat. Et en l'occurrence, on parle d'un personnel médical qui est capable de comprendre et de mettre ça en pratique si c'est nécessaire et s'il s'avère que c'est le bon choix pour la personne. Mais nous, on ne peut pas comme ça, à travers un live, dire alors tu peux prendre 265 mg de ça et puis... mais voilà, si ça donne un peu de contexte à ta question, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais que j'aborde. Je te vois un peu au ralenti là, je sais pas. Ah non, non, c'est bon, ok, d'accord. Axel, je. Ouais, t'es un petit peu au ralenti là. Je sais pas si c'est lié à ta batterie. Je sais pas si tu peux brancher entre deux ton téléphone Ah, je ou sais pas, si ça normalement, a rien à voir. normalement, je suis branché là, normalement c'est bon. Je sais pas si tu m'entends bien. Ok. Bah écoute, là c'est de nouveau bon. C'est juste 10 secondes où t'as un petit peu saturé. Peut-être c'est moi, mais Ok, là c'est nickel. Cool.
Ok, bah si c'est bon, c'est bon. Donc là, on a Euh, aussi dit, ouais, ça a l'air bon. ouais, c'est bon? Ok, parfait. Et Je, donc du dis- je, coup, dis- il y a je justement disais, c'est ce top. Et puis si contexte jamais où... on a quelques questions. Ouais. Ah, ok, ok. Donc ouais, je termine juste sur ça. On a aujourd'hui des hommes, parce que bah, les femmes qui se retrouvent en TRT, c'est un petit peu particulier quand même, mais on a des hommes aujourd'hui qui demandent des TRT, et s'ils demandent des TRT, c'est parce que finalement, euh, ça reste, euh, ça reste un peu un facteur immuable de dire que la testostérone a des effets qui sont extrêmement intéressants chez l'homme. Après, il y a toujours un contexte, que ce soit supraphysiologique, c'est toujours important. Et du coup, on a justement ces effets sur l'homme vis-à-vis de la testostérone qui permettent de nombreuses améliorations. Et du coup, on peut jamais vraiment savoir en fonction de chaque individu si l'intérêt va être plutôt bah, justement de ce côté santé et qui, à un certain dosage, va permettre des améliorations qui vont être totalement physiologiques et permettre ouais, de maintenir une certaine homéostasie au niveau physiologique, ou si alors, dès lors qu'on rentre dans le cadre supraphysiologique, même si à partir du moment où on passe sur quelque chose d'exogène, ça peut être problématique. Euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'important à contextualiser parce que même si on a totalement conscience aujourd'hui que la testostérone a des effets totalement intéressants, même si au moment où on consomme de la testostérone de manière exogène, l'ALH et la FSH, qui sont les deux hormones qui sont liées à la fertilité, bah, crachent complètement, puisque la LH, c'est, on va dire, euh, l'hormone qui donne le signal de synthèse de la testostérone. Donc, bah, à partir du moment où il y a de la testostérone exogène, forcément, la LH diminue parce qu'il y aura assez de testostérone de manière permanente. Et la FSH est directement liée à la LH et à la testostérone. Donc, bah, la FSH, c'est généralement le marqueur qui est pour définir la qualité du sperme et des spermatozoïdes. Donc, bah, forcément, à partir du moment où il n'y a plus de production de testostérone, eh bien, la FSH diminue de pair avec la LH. Voilà. Il y a un truc intéressant à noter, et là c'est un peu plus une anecdote qui vient un peu des années du golden era en bodybuilding, où certaines personnes mangeaient tellement d'œufs qu'en fait elles obtenaient un taux de cholestérol très élevé, parce qu'évidemment le cholestérol est un précurseur des hormones sexuelles stéroïdiennes, la testostérone y compris, et donc le cholestérol peut se transformer après différentes étapes, au final en testostérone, pourquoi pas, en passant par la prégnénolone, la fameuse hormone mère, et puis ensuite passer du côté voilà DHEA, testostérone, enfin en gros Ouais. quelques étapes encore, mais on va pas saouler les personnes avec de l'endocrinologie. Et puis de l'autre côté avec la progestérone, et peut-être que des pistes sont à explorer. Là, il y a des données aussi là-dessus au niveau du déhydroépiandrosténidone, donc le DHEA, qui n'aurait pas ces mêmes propriétés justement au niveau de l'axe inhibition au niveau de la FSH. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à regarder de ce côté-là dans l'optique voilà, santé avec votre médecin. Il y a des données intéressantes là-dessus sur le DHEA et pour ce qu'on appelle la progestérone bio-identique. Donc ça, c'est des trucs à explorer. Je suis désolé, j'espère qu'on n'entend pas trop, mais je suis à côté de mes poules. ça, Ouais, on ça les paraît entend un peu. ridicule. Mais on les entend. Oh, je suis désolé. Bon, au moins, c'est authentique. Il n'y a pas de, y a pas de feinte. Mais justement, elle donne des œufs avec beaucoup de cholestérol et c'est bien pour la testo. Donc, arrêtez de... Non, non. Comme ça, on reste dans le contexte. Non, mais c'était pour dire, il y a vraiment toute une approche aussi amélioration profil santé qui est liée à ça. Et puis, je pense que à un moment, avoir une bonne compréhension des hormones, c'est très important. Mais je ne sais pas si, parce que voilà, ça fait peut-être quasiment une heure qu'on parle, tu voulais qu'on regarde parce qu'il y a quelques questions qui me semblaient intéressantes, ou si tu voulais encore donner un exemple de ton côté. Ok, ok. Alors, je ne sais pas si tu les vois plus facilement que moi ou non, mais moi j'en ai déjà une première là qui est euh, Benjamin qui me demande est-ce que j'ai arrêté la muscu? Si oui, depuis quand? Alors non, j'ai pas arrêté la muscu. Par contre, je n'ai plus du tout les 90 kilos que j'avais à l'époque où j'ai testé moi-même deux, trois choses pour rester un petit peu vague. Et effectivement, là, j'ai plus du tout la même masse musculaire qu'auparavant, mais je m'entraîne toujours. Je prends toujours du plaisir à m'entraîner. Donc ça, c'était une réponse, voilà, ça m'était juste adressé. Et il y a Marius qui demande ah non, qui nous dit evidence-based contre essayer-based. Ouais, j'ai essayé, ça a marché. Super, mon gars, c'est cool. Effectivement, c'est pas la même démarche.
Cela dit, ça reste très important d'avoir justement ce côté pratique et pas rester que dans le théorique. Et là, je pense qu'on a une première remarque. Il y a Joey qui nous dit les gens se focalisent trop sur la diète alors que chez la majorité des gens, c'est l'entraînement qui est mal fait. D'accord? Ça dépend. T'en penses quoi? Je sais pas si t'as entendu avec un petit décalage. Aïe, mince. Oh. Alors, vous venez de voir, je sais pas s'il a fait exprès, mais Axel vient de partir. Donc, je vais répondre moi aux questions. Si jamais il indique qu'il revient, il n'y a pas de problème, je m'en occuperai. Mais Joey, je pense que euh, attention, tu t'y attends pas du tout, hein. Ça dépend du contexte. Non, blague à part. Si une personne s'est jamais posé aucune question au niveau de son alimentation et puis en gros sa seule solution c'est des plats déjà préparés, du fast-food, etc. Puis que voilà, elle n'a jamais même compté ses calories, elle a aucune notion même de, ne serait-ce qu'un soupçon de notion de ce qu'elle mange. Bon, bah, il se peut que ce soit totalement en fait l'alimentation qui soit le facteur limitant. À l'inverse, si la personne s'entraîne super mal et puis, je sais pas, déjà des très bonnes notions en nutrition, ça peut être l'inverse. Mais la réalité est certainement que les deux comptent, mais que les proportions vont changer en fonction peut-être des progrès à faire dans un premier temps. Mais je pense que voilà, il y a un impact important du sommeil, de la gestion du stress, de la nutrition et de l'entraînement pour pouvoir progresser. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire quel que soit notre objectif, mais je pense que c'est important d'avoir des bonnes notions pour tout ça. Et après, il y a des choses qui sont très faciles à faire. Genre en un instant, c'est très facile de se dire ah mais je suis toujours allé me coucher avec le néon juste au-dessus de la glace quand je me brossais les dents. Et puis en fait, ce néon c'est 100% lumière bleue et ça m'empêche de dormir, mais je savais pas. Du coup, j'allume la lumière dans la pièce d'à côté. Ça c'est instantané et il se peut que ça améliore le sommeil. Il n'y a aucun effort. Il n'y a pas vraiment un gros apprentissage à faire. Donc toujours considérer, je pense, un petit peu toutes les facettes et regarder ce qui est facile à implémenter. Marius qui dit l'individualisation en considération, bien sûr. Et puis voilà, on peut avoir des approches différentes selon l'adhésion de la personne, ça c'est extrêmement important. Quoi que vous fassiez finalement, si la personne ne suit pas ce que vous faites, c'est nul. Enfin, dans le sens pas c'est de votre faute ou c'est sa faute, ou peut-être c'est conjointement votre faute, mais en tout cas le principe d'adhésion, d'ailleurs que certains appellent adhérence. Adhérence c'est pour les pneus de la voiture, hein, les gars, c'est pas, c'est pas la même chose. Mais adhésion, comme tu l'as bien dit, c'est quelque chose de très important. Blandine, t'as totalement raison de préciser que les filles aussi peuvent être motivées par la performance. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pour illustrer ça, ma compagne aime plus faire des performances au niveau des poids que moi-même. Donc, enfin, ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis plus un mec et que elle, ça le devient. Donc, justement, ça n'a rien à voir. Et c'est important de préciser que toutes les performances peuvent être intéressantes et les performances de soulever plus lourd concernent autant les hommes que les femmes. Et bon, c'est con parce que comme on était deux hommes, on avait peut-être déjà nos propres biais et nos sujets qu'on voulait aborder de base, mais tu fais très bien de le préciser. Jérémy, vous attirez aussi certainement un type de public, bah, ça va pile dans le sujet bien sûr, peut-être plus réfléchi que la personne lambda qui consomme les vidéos putaclic, ouais, ou le contenu divertissant sur un quelconque plateforme. C'est bien possible. Je pense qu'en général, les gens qui suivent des personnes comme Axel ou comme moi, c'est de la spéculation, mais je pense, cherchent à comprendre pour pouvoir appliquer ou non certaines choses sur elles, mais pas à juste avoir un espèce de truc miracle de quelqu'un de connu et puis se dire ah super, je vais faire la diète de mon chanteur préféré. Bon, bah, c'est cool, peut-être qu'il chante bien grâce à ça, mais peut-être pas aussi quoi. Donc, alors, euh, Balou, est-ce que les stéroïdes sont fondamentalement mauvais ou peut-on en prendre intelligemment? Alors, je vais juste clarifier ce que stéroïde veut dire. Stéroïde, en général, on parle dans le cadre de la performance des AAS, des androgéniques anabolic steroids, qui sont effectivement des hormones qui vont avoir un potentiel d'amélioration de la performance. Et ces hormones-là qui améliorent significativement la performance font donc partie des substances dopantes de l'AMA, de l'Agence mondiale antidopage. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour toute la perspective qu'on a détaillée, je pense que tu as une partie de ta réponse. Il y a des hormones qu'on produit nous naturellement, bien sûr, qui améliorent considérablement notre santé, notre autonomie, bien sûr notre fertilité aussi, et puis notre tolérance au glucose, plein de choses vraiment qui sont des critères directement liés à la santé.
Et avoir une amélioration du profil hormonal pour un homme comme pour une femme, c'est quelque chose qui est absolument crucial. Donc admettons que encadré par un professionnel compétent, ce soit possible via des hormones exogènes, donc qui ne sont pas de notre corps, mais qui sont prises de l'extérieur, et donc les bons choix, les bonnes doses, dans le bon contexte, avec le professionnel soignant, etc. Est-ce que ça peut être un avantage? Clairement, ça peut, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est largement documenté. Cela dit, c'est quelque chose à voir vraiment en one-to-one avec votre professionnel qui s'en occupera si jamais il y a quelque chose à faire. Donc on a encore... ouais, alors j'arrive pas à revoir ta demande, je suis désolé. Axel, si jamais tu veux répondre aussi par écrit, n'hésite pas, puis je transmettrai tout simplement. Ah, je vois de nouveau ta demande. J'espère que ça va fonctionner. Allez, continuez en direct. Ah, ça a l'air de le faire. Ah, Et il est de retour. Excellent. Bon, nickel. Bon, désolé, ça arrive, hein, c'est non, du bah, live, ouais. c'est authentique. Par contre, du coup, j'ai plus les questions, moi, plus du tout. Ouais, alors pas de Vu que problème, c'est nouveau. je te les mentionne. La dernière, c'était on y a répondu, c'est est-ce que les stéroïdes sont fondamentalement mauvais ou peut-on en prendre intelligemment? Puis on a développé tout ce contexte justement après. Et puis là, il y a une personne qui dit vos avis sur la diète cétogène. Donc, on n'en a pas spécialement parlé avant, mais si jamais, on peut en parler très volontiers. Je pense brièvement, tu as quelque chose que tu as envie de dire sur la diète cétogène? Si, Bah, pas en, du tout, en- je sais pas. non, bah, en réalité, je pense, par mon petit niveau en nutrition qui n'est pas du tout au niveau du tien, que la diète cétogène est dans l'absolu une manière qui va fonctionner de perdre du poids, ou, puisque c'est généralement pour ça qu'elle est principalement utilisée. Après, je pense que ça ne sera jamais intelligent et optimal de supprimer totalement ou partiellement, même si dans la plupart des diètes cétogènes, un macronutriment. En l'occurrence ici, les glucides. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Est-ce que c'est optimal d'un point de vue physiologique et d'un point de vue homéostasie? Je dirais probablement que non pour être mesuré, mais si je discute avec quelqu'un, je dirais que non tout simplement. Parce que s'il y a plusieurs macronutriments en circulation, c'est qu'il y a une raison. S'il y a des voies métaboliques comme la glycolyse, pour faire très très simple, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas pour supprimer totalement un macronutriment. Et comme tu le mentionnes souvent, Will, et c'est quelque chose que j'aime bien, tout le temps fonctionner en plan B, c'est pas forcément une bonne chose. Euh, ça peut être quelque chose qui va être fait dans un cadre particulier. Je pense des gens qui le font au cours d'une sèche, qui suppriment totalement les glucides, bien que je ne vois pas fondamentalement l'utilité de couper totalement les glucides par rapport à totalement les lipides. Mais c'est quelque chose qui est fait, mais je ne pense pas que ça soit la chose la plus intelligente à faire d'un point de vue physiologique. Ça- Moi, ta réponse me convient personnellement très bien, mais je sais pas si c'est ce que l'autre personne attendait, donc on peut en rester là, c'est top. Je vais te mentionner les autres questions parce que du coup, je sais pas si tu les vois. Bah, je crois qu'on est déjà quasiment au bout. Et là, c'est une question pour moi, apparemment, à moins que tu me dises que tu as fait du badminton. Non. Pourquoi as-tu arrêté le... Bah, voilà. Alors, pourquoi as-tu arrêté le badminton et comment vois-tu ce sport? Alors, en très bref, j'ai fait 15 ans de badminton. J'ai pratiqué comme un full badminton jusqu'à un stade où j'ai essayé de percer en international. Je me suis royalement planté, c'est-à-dire que j'ai fini par me blesser tout simplement et j'ai dû changer de sport. Mais voilà, j'ai fait plusieurs années de Ligue nationale de badminton. J'ai adoré ce sport, qui n'est pas juste un sport de plage, c'était ma bataille chaque année en parlant du badminton. Oh oui, moi aussi je joue au badminton sur la plage. C'est un putain de sport, c'est très impressionnant. Et puis j'ai arrêté parce que, ben, un, je me suis blessé, puis deux, je dirais, je suis arrivé à ce stade où dès qu'on arrive à 2 entraînements par jour et puis que les progrès sont vraiment minimes, comparé à d'autres sports où finalement avec un entraînement ou 2 entraînements par semaine, on voit des progrès de fou, et ben, je suis arrivé au stade où j'ai changé. Et c'est là que j'ai commencé le breakdance, le b-boying, et là, j'ai vu que je pouvais progresser très vite en danse. Et puis, ça m'amusait plus de tourner sur le dos et sur la tête que de taper dans un volant. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai arrêté le badminton. C'était pour commencer le breakdance. Mais en fait, le truc, c'est que le problème des sports comme par exemple le badminton ou le tennis ou le handball, le football, enfin ouais, le handball, le football, etc., c'est que pour quantifier clairement ta progression, c'est extrêmement compliqué. C'est
c'est pas quantifiable concrètement comme le fait de rajouter 500 grammes, 1 kilo, 2 kilos sur une barre. C'est beaucoup plus large, c'est au sein d'un contexte beaucoup plus important. Euh, je coach, euh, je coach un athlète qui fait du VTT trial à haut niveau et il est venu vers moi pour devenir plus fort, plus puissant sur ses franchissements d'obstacles en VTT trial. Le VTT trial, c'est en gros un mec sur un vélo qui franchit des obstacles. Il doit être très fort en coordination, très fort en explosivité, très fort en détente, mais tout ça sur son vélo. Et il m'a dit, ben Axel, je vois clairement que je saute plus haut, que je saute plus loin, mais c'est tout au sein d'un contexte. Et pour qu'il puisse mesurer en réalité sa progression, il m'a dit, il faudra que ça se transmette à 100% sur une compétition où je verrai au sein d'une compétition et d'un contexte comme d'habitude, hein, avec la frustration des personnes qui peuvent faire des performances un peu meilleures sur un jour J, le fait de gérer son stress, le fait de gérer un nouvel environnement, etc. Et du coup, il y a beaucoup de Axel, sports qui font. je vois qu'il nous Ouais. reste 5 secondes. C'est apparemment le live qui va se terminer automatiquement. Ah Donc oui. on mettra une description, mais merci à